Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir ebongi tos. Mbote mingi na bino nyonso balandi magazine Congo Mon Devenir pe à la voix des vainqueurs tokutani lisusu kopesa bino information zali passion na biso netolobaka que il y a pas plus grand développement si ce n'est celui d'aimer son pays tolingi Congo mingi yango toye na centre interdiocésain awa na Gombe et si président Martin Fayulu a ko présenter projet de société ne parce que toye biso na bino ke azali candidat na élection présidentielle il y a 23 décembre prochain na koloba mingi te to landa ensemble bino pe tokutani tout juste après. Nous allons encourager l'esprit d'entreprise pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises dans différents domaines de la vie nationale, notamment la culture, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'industrie et dans les tertiaires. C'est difficile d'accepter. Regardez la richesse que nous avons ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Hernando de Soto, un péruvien. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle The Capital. Si vous traduisez en français, c'est pourquoi le capitalisme a réussi dans les pays dits développés et a échoué dans les pays, les nôtres, le tiers-monde et dans les pays communistes. Simplement, je vais sur Victoire. Les parcelles de maisons de Victoire aujourd'hui, vous ne les avez pas à moins de 200, 300 000 dollars. Mais si un papa qui habite Victoire, qui a son bâtiment, sa propriété, avec les titres de propriété à lui, son fils qui vient de terminer ses études à l'ISTA, ingénieux, capable de faire beaucoup de choses, il va investir. Il ne peut pas. Il a besoin de 10 000 dollars. C'est monsieur qui a un fonds de 300 000 dollars qui traîne, il ne peut pas lever 10 000 dollars dans ces pays. Et Hernando de Soto dit que l'Afrique pouvait lever des fonds plus que l'aide au développement si son titre foncier était garanti et si il était bien managé. Donc nous allons tout faire pour aider les jeunes, les start-up. Et vous verrez, nous allons créer des banques de développement avec des guichets pour les start-up pour aider les jeunes Congolais. Allez à Beautour, le Silicon Valley du Congo, de Kinshasa ici. Allez, voyez ce que les gens font. On ne disait pas, Angeli, quelqu'un peut te prendre une Mercedes ou une Volkswagen, il change de moteur. Donc, il y a l'ingéniosité, il y a la créativité, mais il y a l'accompagnement qui manque. Et nous devons être ces gouvernements qui puissent accompagner, qui puissent donner aux gens comment avoir les capitales. Sans capital, vous ne pouvez rien faire. Sans classe moyenne, vous ne pouvez rien faire. Comment créer cette classe moyenne? Comment créer, aider les gens à se dire, voilà, moi je dois travailler par moi-même. Aux États-Unis, il y a 4%. Le mois passé, ils ont créé 20 quelques millions d'emplois. C'est ça? 200 000 emplois, les chiffres. Ils ont créé. Mais quels sont les emplois? Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de petits emplois, mais c'est l'emploi. Et nous pouvons les créer ici. Nous allons encourager les Congolais de l'étranger à rentrer au pays dans le cadre d'un programme incitatif élaboré de commun accord avec eux. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres réels. On se fonde sur des chiffres pour le Congo. Il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 mois qui parlait des remittances, donc des transferts nationaux dans leur pays.
Les Congos n'a pas donné le chiffre. Mais il y a un chiffre qu'on a ici, pour 2011, on disait que les Congolais avaient transféré près de 9 milliards de dollars cette année-là. Mais ce chiffre-là est correct parce que dans les chiffres qu'on a donnés pour le Nigeria, je prends le Nigeria, on a dit que l'année dernière, les Nigériens de l'étranger ont transféré 20 milliards quelque chose. Alors, si je fais la règle des 3 simples, les Nigérians, ils sont à peu près à 180 millions. Et nous sommes à 80 millions, donc un peu 2 fois moins. Et le comportement des Africains dans cette matière-là est le même. Et même le comportement, j'ai vécu 3 ans au Nigeria, et même le comportement des Congolais pour les deuils, pour les fêtes, pour envoyer l'argent ici, la rentrée scolaire et tout ça. Donc, les Congolais, 10 milliards de dollars par an, 2 fois plus que le budget du pays. On ne fait rien avec ça. Donc, ces messieurs et dames peuvent rentrer chez eux, créer des entreprises. Quand ils viennent ici, on leur fait des problèmes. Pour avoir des passeports, ils ont des problèmes. Quand ils sont là-bas, ils ont pris d'autres nationalités. Pour avoir des visas, ils ont des problèmes. Nous allons régler cette question des nationalités. On verra ça dans les réformes constitutionnelles. C'est là où nous devons sortir des sentiers battus. C'est là où nous devons être des responsables. Et ne pas croire que nous vivons comme Robinson Crusoe dans une île où il est seul et il fait ce qu'il veut, que les autres ne connaissent pas. Non. Donc nous allons opérer une réforme fiscale qui doit maintenir pour les personnes physiques le système actuel de progressivité de l'imposition. Mais pour les entreprises, toutes les entreprises, nous allons appliquer un taux unique de 20%. Au lieu de 30% d'impôt sur le bénéfice, nous allons réduire ça à 20%. Vous allez dire, non, écoutez, vous laissez passer les revenus. Non. Aujourd'hui, combien d'entreprises payent cet impôt-là? Ou payent les impôts en général? Et les taxes? Combien? J'ai regardé les chiffres. On me dit, en 1960, il y avait près de 7000 entreprises donc, industrielles au Congo. 6500 quelque chose. En 1980, on est descendu à 4000. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 166. 166 entreprises. Quand j'étais gosse, pendant la saison d'été, la saison sèche, nous allions à l'imité industriel, vendre ce qu'on appelait, nous, dans les jargons des Quinois, des coubelets. Mais tout l'imité, c'était des industries. Tout Kingabois, Kobega, telle industrie. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Donc, nous allons faire en sorte que le mécanicien qui est sur Dibaya, à Kassavobo, que lui, demain aussi, paye l'impôt. Quand on va lui dire que c'est 20%, on va dire, ah mais tiens, pourquoi je ne paierai pas 20%? Je suis en règle et je suis comptabilisé et je peux bénéficier des avantages. C'est-à-dire, j'ai mon comptable qui me fait les documents, les états sociaux que les banques, dont les banques ont besoin pour m'accorder un crédit. Pourquoi je ne ferai pas ça? Au lieu d'être embêté, tel agent vient et que je commence, je dis, bon, tiens, Matabis, il prend ça, vas-y, l'autre vient demain. Non. Si nous mettons ce taux de 20%, ce serait un taux attractif et tout le monde. Donc, on élargirait l'assiette, donc la base de l'impôt, et les gens, donc, on gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc, l'État aura beaucoup plus d'argent pour financer son programme d'investissement et même financer son fonctionnement. J'ai discuté avec mes frères et sœurs de Kivu, j'ai discuté partout pour faire la proposition que nous faisons. Nous disons que demain, nous avons des enfants partout. Ben, les miens, rassurez-vous, les miens ont la nationalité congolaise. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé leur nationalité. Pour la petite histoire, mon dernier fils devait naître aux États-Unis, j'ai travaillé là-bas, ma femme était enceinte et je devais être muté en France.
Mais pour aller en France, je devais d'abord rentrer ici pour prendre le visa de la France, parce que je ne pouvais pas l'avoir à Washington. Mais mon bill m'a dit, écoutez, M. Fayoulou, rentrez, vous laissez la femme ici, elle va accoucher, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, l'enfant sera américain. J'ai dit non. Mon enfant, s'il doit naître au Congo, au Zaïre à l'époque, doit naître au Zaïre. Nous sommes rentrés ici. Et nous sommes partis en France. Il est né quelques jours après en France. Et aujourd'hui, il a la nationalité congolaise. Je lui ai dit, c'est à toi, à 18 ans, de choisir. Moi, mais cela ne veut pas dire qu'on doit priver d'autres enfants, d'autres filles et fils de ces pays, qui ont appris d'autres nationalités pour des raisons diverses. Et c'est pour cela que nous disons, comme la question fait débat, dans un premier temps, nous ouvrons la nationalité. La nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, sauf ou excepté les 9 pays limitrophes. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On ne va pas nous attaquer. Non, nous disons simplement que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, excepté les 9 pays voisins. Ce n'est pas une discrimination. Et encore, on parle de discrimination positive. Ce n'est pas une discrimination. Nous n'avons rien, on n'a pas de problème avec les frères et sœurs des autres pays. Mais nos communautés, et c'est comme ça que nous avons dit, les pactes pour le développement, c'est ça aussi. Les pactes pour le développement, j'étais à la conférence nationale souveraine. Je ne connaissais pas très bien ces problèmes. Et les frères et sœurs du Kivu, et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à prendre ces problèmes à bras le corps. Les frères et sœurs du Kivu nous ont dit, citoyens Fayoulou, à l'époque, ça, si vous, ici, à Léopoldville, vous amusez avec cette affaire, cette question, vous allez nous manquer. Ah bon? Donc, j'ai étudié cette question. Je suis parti à Goma, j'ai réuni les communautés, les 7 ou 8 communautés. J'ai discuté avec eux pour tester cette affaire. Je suis parti dans les Congo central, j'ai testé cette affaire. Je suis parti dans les Kasaï, j'ai testé cette affaire. Je suis parti dans les Bandundu, les grands Bandundu, tester cette affaire. Et je crois, et nous avons testé ça partout, nous pensons que nous pouvons essayer d'ouvrir cette affaire pour arrêter avec cette... Nous avons des enfants qui ont des diplômes que nous n'avons pas. Ils ont des compétences qu'il n'y a pas ici. Mais ces enfants veulent revenir ici. On vous dit qu'aux États-Unis, il y a une dame congolaise qui a mis, qui a mis sur pied cette technique pour les batteries, les Tesla et tout. Elle est là, elle est américaine, mais elle peut, si elle a pris la nationalité américaine, elle peut être congolaise, elle peut jouer et aux États-Unis et, ici. Si vous avez un enfant ici meilleur, basketteur et tout ça, vous avez 2 enfants, vous dites que celui-là, il est en 6e année des humanités ou, je ne sais pas, ici à l'Athénée de la Gombe. Mais ici, à cette période, qu'une équipe de basket aux États-Unis l'a repéré et on va lui donner le visa, il va à l'ambassade des États-Unis, on va lui donner le visa. Mais si vous avez un autre fils qui étudie dans la même école, que lui n'a rien, il dit que non, moi je vais aller apprendre l'anglais aux États-Unis, on ne lui donnera pas. Ce sont les conditions pour être président de la République. Comme nous ouvrons la nationalité, et nous devons insérer dans le point 1, les conditions là, 1, 2, 3, 4, 5, je crois, 5. Insérer, ne posséder que la nationalité congolaise d'origine. Pour l'instant, les libérés, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. Alors là, comme on doit, aussi respecter certains principes, certaines règles, si vous êtes, congolais et une autre nationalité, vous pouvez jouir de tous vos droits. Mais pour la magistrature suprême, là, au moins, on dit n'avoir qu'une nationalité. Article 149.
nous allons rétablir cet article dans sa formulation originale. Aujourd'hui, le parquet général de la République fait partie du gouvernement. Où est l'indépendance de la justice? Nous allons revenir à l'ancienne formulation. L'indépendance judiciaire, on liste bien, y compris le parquet général. Nous allons revisiter toutes les révisions constitutionnelles de janvier 2011. Parce qu'il n'y a pas que l'article 71, il y a d'autres. Nous allons les revisiter sérieusement parce que, et ça ne fera pas, comment dire, l'objet d'une décision unilatérale. C'est des discussions pour que les gens comprennent ce que nous voulons et décident pour leur pays. Voilà, maintenant, comment je vais financer ces programmes? Comment je vais financer ces programmes? Le premier, sel. Nous avons le budget actuel, 5 milliards. On vous déclare 8, mais on n'a jamais atteint ou dépassé 5 milliards. Donc ces budgets-là, ces ressources-là existent parce que le budget congolais est voté en équilibre. Donc on commence d'abord par les ressources et après on affecte les emplois. Donc les 5 milliards sont là. Le deuxième, nous avons la gouvernance intègre. Si nous mettons en place une fiscalité de développement, il y a M. Luzo Lobambi et même le Premier ministre de Matata à l'époque parlaient de coulage. Parlaient de 15 milliards de dollars de coulage dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors nous nous disons, avec une fiscalité responsable des développements, nous pouvons, avec une gouvernance intègre, tolérance, corruption zéro, nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards grâce à l'état de droit. Les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles, ils ont des valeurs. Et là, si nous allons là-bas investir, nous allons avoir les résultats de nos investissements. Donc, nous pouvons y aller et nous allons payer les impôts. Le monsieur qui a l'Odja et tout ça, demain, aujourd'hui, payer 0, demain, il pourra payer 30. C'est de l'argent. 30 multiplié par plusieurs millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, et là, nous avons ce que nous appelons la coopération efficace et structurée. Coopération. J'ai suivi la première ministre britannique, Madame Theresa May, était dans le pays anglophone, pays africain. Elle a dit qu'elle amenait à peu près en dollars 6 milliards de dollars. 6 milliards. Qu'est-ce que nous gagnons? Il y avait ce qui s'est passé en Chine dernièrement, 60 milliards, dont je crois 40% des dons. Je dis bien coopération efficace et structurée. On ne va pas aller s'endetter pour s'endetter. Ça, c'est la coopération. Dans les dons, dans les choses qu'on nous donne, le pays ici vit de beaucoup de dons. Je ne vais pas commencer à citer les pays qui donnent, j'ai des chiffres dans ma tête. Tous les pays de l'OCDE et tout ça, ce qui donnent au Congo. Mais si nous structurons cette coopération, et là, nous pensons que nous pouvons avoir 5 milliards de dollars à ce niveau. Ici, dans la coopération efficace, nous avons dit 3 milliards, pardon. 3 milliards. OK? Alors, maintenant, ici, j'avais sauté les nouveaux investissements. Attendez, on va montrer mon pointeur. Voilà. Là, les nouveaux investissements de 5 millions, 5 milliards. Si nous avons mis en place cet état de droit, où les lois sont respectées, où les gens sont sérieux, où il y a la main-d'œuvre efficace et tout ça, les investisseurs vont venir. Les investisseurs, tant étrangers que nationaux.
Il n'y a pas de... Quel est cet homme politique ou, comment dire, homme d'affaires congolais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir des milliards? On fait des listes ici. Absolument rien. Il n'y a pas un Congolais, pas un seul Congolais qui peut... Quand vous allez au Nigeria, on vous parle de Aliko Dangote, de Dankata, de madame de telle et de telle. Mais ici, comment un pays ne peut pas avoir du capital? Quand vous n'avez pas de capital national, vous ne pouvez rien faire. Comment un pays ne peut pas posséder un capital? Donc, là, les investisseurs peuvent venir, comme je dis, investissement direct étranger et investissement, comment dire, local. Ici, nous avons les emprunts. Voilà. Nous pensons que nous pouvons emprunter de l'argent. Même localement, il y a beaucoup de Congolais qui ont des bas de laine. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Europe, les 10 milliards qu'ils envoient. C'est improductif. Mais on peut diviser par 2 ou par 3, ou prendre, je vais dire, 30%, 3 milliards, investir. Ils achètent des bons. Le président Alassane Ouattara a financé son programme, une grande partie avec des emprunts locaux et étrangers. Nous pouvons recourir aussi à cette technique qu'on appelle la titrisation. On peut titriser. Nous avons des minéraux, des choses. On peut évaluer ça, avoir des certificats et aller gager. Donc il y a l'argent, on peut trouver l'argent. Je viens ici, messieurs, mesdames, pas pour vous dire, voilà, je vais tant, mais je vous dis d'où viendra l'argent. Et ça, c'est ce que j'appelle les base cases. Si je vous donne les best cases, je pourrais aller plus loin. Mais là, gardons l'hypothèse conservatrice pour dire, voilà. Et le dernier, la croissance. Nous devons avoir une croissance. Donc, quand vous avez tout ça, l'emploi, l'agriculture, création d'emplois, et je crois que j'ai sauté quelque chose ici qu'on n'a pas mis, non, parce qu'on n'a pas parlé de... non, dans l'emploi, je n'ai pas dit qu'on créerait au total 5 100 000 emplois par an. Pendant 5 ans, en moyenne 5 millions. Et dans les 5 millions, 2 400 000 dans l'agriculture, 200, 300 000 dans le tourisme. Les tourismes, la Tunisie emploie 400 000 personnes dans ce secteur. La Tunisie, 400 000 personnes. La République sud-africaine, l'Afrique du Sud, a près de 10 milliards, 8,9%, 10% à peu près de son PIB, c'est le tourisme. Mais regardez, moi j'ai été en Afrique du Sud plusieurs fois, j'étais dans... Regardez ce qu'offre l'Afrique du Sud. Et regardez ce qu'offre les Congos en matière de tourisme. Allez ici en Bazangungu, des grottes. Allez au Kivu, partout. On ne fait que découvrir les choses. Allez comment dire, au Katanga. Je parle de l'ex-Katanga. Vous avez partout. Rochero Taboulay, mon grand frère, paix à son âme, il me disait que lui, il était des Bagata, mais là-bas, un tourisme, il y a des choses à visiter. Il y a des rivières qui se croisent, une beauté exceptionnelle. Donc, nous pensons que nous pouvons rendre notre pays un pays touristique. Donc, il y a de l'argent. Alors, la croissance, 6 milliards de dollars, et qui nous donne au total 38 milliards de dollars par an. Donc, en moyenne, on va commencer certainement plus bas, et puis on va aller plus haut en moyenne. C'est-à-dire 38 milliards de dollars que nous allons utiliser pour le fonctionnement et pour l'investissement.
Ça vous donne combien si vous multipliez 38 fois 5, 30 fois 5 ça fait 150, 8 fois 5 ça fait 40. Rendre la tâche facile à ceux qui ne sont pas matheux, ça fait 190 milliards de dollars dans 5 ans. Et ça pourquoi? Ça, c'est réaliste. Ça, c'est pour atteindre au moins en l'an 2030 un produit intérieur par habitant d'au moins 3 000 dollars. 3 000 dollars, le Congo-Brazza est déjà à ce niveau-là. Donc dans 10 ans, si nous pouvons, avec tous les investissements, avec tout ce que nous allons engager dans ces pays, le pays sera un chantier. Et donc, nous sommes capables, et si nous sommes sérieux, de trouver cet argent pour financer notre programme. Tolandi projet de société à président candidat à la présidentielle Martin Fayulu Denga lobby surtout ezali champ de bataille lobby que investir dans les citoyens pour le développement de la RDC, ce qui veut dire le développement humain. Na sorti il y a présentation à projet de société à président Martin Fayulu intervenant mingi ba lobby surtout etali candidature unique et opposition. Na lingna ba mingi te meto landa ensemble avec Bino et puis to kutani pona ko conclure émission na biso ya Congo Monde Devenir pe la voix des vainqueurs. Nyonso aussi la wate il faut to kutana bandeko libana mboka na kati ya province lobina ko fana na kati ya mboka tena zaki na Kananga omona yinga na Kananga nazalaki c'est vrai que na uti poto kala mingi te ko tala bandeko ko swana Moïse na bandeko mususu pona oyeba eloko ni to ko sala pona venir mboka na biso mais makamba bezali etumba pe ko continuer to longe tunga liboso ezali ko peksa Kabila te a pesa libaya na ye pona manda mususu siko photo longe tumba ya rozwa maponami o salema te peuple congolais yemoko apona ba ya lini te ba konza mboko soki biso to telemeli yango machine à voter au kota te pe au kota wapi le roi peut to telemeli ki 3e mandat Kabila Kobongo la constitution to hôtel mais la pe makambo ya machine à voter peut to benga peuple congolais biseka nyonso ba ali ba permettre que machine à voter ba salela yango pona élection donc toko milengele toko bongama na kati ya ba comité na biso na ba province nyonso pote élection et salema sa machine à voter na calendrier soko tali eza na tango yo ba bombaki ba lengelaki te to sala ba bulletin papier soki seni et se ressaisir lelo balobi basala ba bulletin papier ezana eloko ko reporter l'élection te pito kundimaka te ke ba reporter l'élection le 23 décembre ba on ba pesa ki date yango biso peto ndimeli yango mais ke ba benango sumla biso toza kunati je ne suis pas un je ne vais pas vous prédire l'avenir mais je crois que dans le passé les Congolais ont montré assez d'ingéniosité pour trouver des nouvelles, définir des nouveaux environnements politiques. Mais je crois qu'il est clair de plus en plus que de part et d'autre, beaucoup commencent à appeler à un report de ces élections. Le leadership, dans son sens général, le leadership dans son sens général, vous me demandiez s'il y aura une transition, mais nous vivons déjà dans une transition. Puisque Joseph Kabila a arrêté d'être président légitime le 19 décembre 2016. Donc depuis, nous vivons une transition qui a été consacrée par l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais contrairement à la plupart des accords de transition, la particularité de cet accord de la Saint-Sylvestre, c'est qu'ils n'ont enlevé aucune prérogative constitutionnelle au chef d'État hors mandat. Alors que d'habitude, dans une transition, si durant cette transition, le chef de l'État sortant reste chef de l'État, mais il ne bénéficie plus de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Il ne peut pas continuer à nommer tout le monde dans tous les secteurs, par exemple. C'est ça qu'on voit d'habitude. Mais dans ce cas particulier, dans l'accord de la Saint-Sylvestre, on a laissé à M. Kabila la jouissance de toutes les prérogatives constitutionnelles.
Mais nous vivons déjà en transition, vu que le mandat s'est terminé le 19 décembre 2016. J'ai aimé l'insistance sur le préalable de la paix et de la sécurité. Évidemment, je conseillerais que dans l'avenir, on puisse peut-être un peu plus éclairer la lanterne du public sur le coût de la paix. La paix va coûter combien? Et le financement, comment va-t-on financer la paix? Vous savez, on parle de 140 groupes armés à l'Est. Il y a d'autres secteurs, d'autres coins du pays où l'instabilité règne aussi, où la violence n'est peut-être pas permanente mais est intermittente, comme au Kasaï. Alors comment évaluons-nous le coût de la paix et comment allons-nous financer cette paix? Parce que, comme M. Faoulou l'a dit, s'il n'y a pas la paix, bon, tous ces programmes-là, ça ne sert à rien. Il faut d'abord connaître le coût de la paix et savoir comment allez-vous financer cette paix. C'est un projet réaliste. D'ailleurs, on voit par la présentation qu'on a affaire à quelqu'un qui vient du secteur privé, donc qui vient de l'entreprise, et donc qui part d'un point A à un point 2, à un point troisième, quatrième, cinquième point. Vous savez, le système du waterfall chart, donc le tableau en cascade, c'est typiquement du secteur privé. Et j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas oublier, ce n'est pas les politiciens qui construisent un pays, c'est les entrepreneurs. Et c'est bon d'avoir des candidats qui ont un esprit et une culture d'entreprise parce que, à travers leur expérience, ils connaissent les réalités du terrain. J'ai apprécié la cohésion du programme parce que des fois on a un peu l'impression que les candidats ne font que jeter des chiffres comme si ça devenait une concurrence de chiffres. Si toi tu donnes 10 milliards, moi je vais venir avec un programme de 20 milliards et finalement lors des présentations vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. On ne sait pas vous expliquer comment on passe du point A au point B. Mais dans le cas de M. Faoulou, je crois, bon, c'est d'abord une personne qui est habituée aussi à ce genre d'exercice. Dans sa carrière professionnelle, il a eu à faire des milliers de présentations comme ça. Oh, je n'ai vraiment pas de commentaires. Ce que moi je trouve étrange, c'est que lorsque vous regardez les 9 revendications, les 9 points, ce sont des points qui existent depuis l'année dernière. Rien n'a changé, mais malgré ça, tout le monde s'est mis à la table des élections hypothétiques du 23 décembre. Alors ma question c'est, bon, lorsque vous voyez qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur tel point, est-ce qu'il ne valait pas mieux prendre sa position par rapport au processus dès que le constat d'échec sur le consensus était fait? Et ça, c'était fait depuis longtemps. Mais maintenant, vous vous êtes déjà mis à table, vous avez déposé vos candidatures ou vos listes, et vous espérez continuer encore des négociations sur la machine à voter, sur le fichier électoral, sachant très bien que bon, c'est un acquis. Vous avez accepté de jouer le jeu. Alors, lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Martin Fayoulou a fait preuve d'une grande compétence. Il a fait preuve d'une grande dextérité. Il a démontré qu'effectivement, il connaissait sa matière. Ce que moi j'ai retenu, c'est le fait que Martin, ce soir, a démontré que s'il est vrai que l'Angola a un budget qui avoisine les 40 milliards de dollars et que le Congo, notre Congo, arrive à faire seulement 4 à 5 milliards de dollars, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Donc pour Martin Fayoulou, dans le programme qu'il nous a présenté ce soir,
avec une gouvernance intègre, avec la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la fraude, on peut facilement arriver à avoir un budget qui avoisine dans les 34 milliards pour commencer. Donc il est parti de 34 milliards et au bout de 5 ans, si le budget est constant, au bout de 5 ans, on peut arriver à 190 milliards. Mais c'est dans le domaine du possible. Vraiment dans le domaine du possible. Parce que quand vous voyez très bien ce qui se passe dans ces pays, en rapport avec notre richesse potentielle, Martin Fayulu veut tout simplement transformer cette richesse potentielle en richesse réelle. Et son programme est vraiment cohérent, son programme est vraiment réaliste. Depuis 2016, le 19 décembre 2016, nous étions prêts pour aller aux élections. C'est la majorité qui n'a pas voulu organiser les élections. Nous sommes partis ici même à la Cinco. Il y a eu des négociations. On leur a accordé 1 an. Le 31 décembre 2017, au plus tard, ils devaient organiser les élections. Ils ont été incapables de les organiser. Alors dire que c'est nous qui ne voulons pas les élections, c'est quand même paradoxal. Nous sommes prêts pour les élections, mais pas n'importe lesquelles. Nous voulons des élections crédibles, transparentes et apaisées. Pourquoi ça? Parce que nous ne voulons pas que, après la proclamation du résultat, que le pays sombre dans le chaos. C'est pourquoi nous voulons effectivement que les choses soient crédibles et transparentes, tout cela. Alors, avec la machine à voter, c'est faire vraiment le nid de la tricherie. Avec un fichier corrompu tel que aujourd'hui, avec plus de 10 millions d'électeurs fictifs, ça accompagnait cette majorité mécanique dans leur volonté de tricher les élections. Non, on ne va pas aller dans une telle élection. Nous, pour le moment, nous disons que le 23 décembre, c'est encore possible d'avoir des élections. Parce que quand vous lisez le calendrier électoral, c'est à partir du mois de septembre, ou plus tard le 19, parce que le 19, on sera des personnes qui sont retenues définitivement. Donc, s'il faut commander, imprimer de papier, tout ça, c'est après le 19. Donc, nous sommes dans le bon aujourd'hui. C'est cette personne qu'on ne comprend pas, c'est que la CENI ne peut pas nous imposer sa volonté, alors que... Mais le schéma, c'est quoi? C'est que nous disons clairement que s'il veut mettre la machine à voter, nous, on ne va pas boycotter, mais on va tout faire pour empêcher qu'il y ait ces élections-là. Nous sommes prêts pour les élections, mais pas n'importe lesquelles. Avec la machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Mais on ne va pas aux élections n'importe comment, n'importe quand. Élection pour élection, non. Élection parce que nous voulons demain transformer les conditions sociales de notre population. S'il faut aller aux élections pour les accompagner dans leur tricherie, pourquoi aller aux élections? Mais dites-moi, je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on aille aux élections, parce qu'il faut aller aux élections. Non. Nous voulons aller aux élections si les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des machines à voter, on ne veut pas de ces fichiers. Ce n'est pas nous, c'est l'OIF qui a dit ça. Il y a 7,6% d'enrôlés fictifs. On doit aller parce que Nanga veut qu'on aille. Ben non, Nanga devrait même démissionner à ce niveau-là. Merci pour l'attention, pour prêter vraiment un numéro na biso à Congo mon devenir la voix des vainqueurs. Ceux qui posent une suggestion, tous en pas répondre na oetali ba posta na bino tous ensemble pour que Congo et Kendeliboso. Merci et au prochain numéro. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard.